Monique, quand tu veux. Je veux bien. Tu veux? Bon, alors on y va. Alors, on vous avait laissé avant la pause avec toutes les phases d'inscription, de participation. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure par la collègue qui a dû partir entre-temps. Ça va, on n'a pas perdu trop de monde. C'est ce qu'on appelle la phase de négociation. Donc, on vous a dit, il y a une semaine de régulation entre deux épisodes, au cours de laquelle certaines classes ont la possibilité de produire les derniers outils, de faire les évaluations autour de la tweetée qu'ils avaient sur laquelle ils ont travaillé. Mais c'est surtout un moment important pour les enseignants parce que les enseignants qui se sont inscrits, qui ont renseigné le document de participation, vont pouvoir travailler ensemble sur un document collaboratif qui va leur permettre d'écrire le texte, de se mettre d'accord sur le texte de la tweetée. Alors, ce document de préparation, on vous l'a dit avec Régis, c'est un document assez fascinant. Vous allez voir, encore une fois, il se présente sous la forme d'un document de travail collaboratif. Alors, là, vous voyez des solutions qui sont... on vous présente des solutions, on vous a présenté le Twitter comme réseau social, en tout cas comme solution de microblogging. On vous présente cet espace de travail collaboratif qui est bien connu. Il y a des alternatives à ça. Nous, on est afféodé à aucun industriel et on n'a vraiment pas envie de l'être. Donc ça se traduit de deux façons. Pour le réseau social, c'est une question qui a été posée par la collègue tout à l'heure. L'utilisation de Twitter, nous, on a un garde-fou en France, mais je pense que de toute façon, ça peut être aussi accessible pour les collègues ici au Québec. On a tout un collectif d'enseignants qui sont des maîtres formateurs TIS, des technopédagogues qui ont développé une solution qui est très très proche de celle proposée par Twitter, sauf qu'on est sur une solution en open source, libre, avec un hébergement des données en France. Voilà, donc qui s'appelle BabyTweet et qui va bientôt s'appeler EduTweet. Voilà, donc les collègues qui nous disent moi je ne suis absolument pas d'accord pour rejoindre ou pour inscrire ma classe sur Twitter, pour présenter à des parents d'élèves un projet qui se passe sur Twitter. Nous, on comprend tout à fait ça et on a la chance de pouvoir travailler avec le réseau EduTweet et la tweetée aussi présente sur ce réseau, ce qui permet d'avoir une alternative libre à proposer aux classes. Idem, là vous êtes sur... voilà, ce fournisseur de solutions numériques que vous connaissez bien. Typiquement, on vous montre un Google Drive depuis tout à l'heure. Notre ambition, c'est alors peut-être pas de développer notre propre espace de travail collaboratif. On a commencé cette année avec l'équipe du secondaire qui travaille sur Office 365, pour ne pas les nommer, et pour dire que voilà, on est vraiment afféodé à personne. Et l'année prochaine, on a envie d'aller plus loin et de proposer à chaque équipe la possibilité d'aller sur un espace de travail collaboratif différent. On va les nommer, puisque du coup on en a déjà nommé deux. Donc d'aller du côté d'Evernote, mais aussi de Framasoft, qui est une solution libre, un petit peu comme EduTweet. Et puis en France, on a un réseau social dédié aux enseignants qui est utilisé aussi comme espace de travail collaboratif, qui s'appelle ViaEduc. Mais, et là j'en vois, je ne sais pas si François Catala nous écoute, mais l'idée c'est que pour l'instant il est réservé aux enseignants français qui ont une adresse académique, et les gens qui travaillent sur ViaEduc nous disent que ça va s'ouvrir, et on attend vraiment ça pour pouvoir proposer aussi ViaEduc comme espace de travail collaboratif, pour ne pas justement proposer toujours une solution notamment autour de Google. Je sais pas, Si, je rajouterais peut-être un point, ces espaces de travail collaboratif qui sont utilisés par les enseignants, certaines classes d'élèves d'un certain âge les utilisent aussi, peuvent aller par exemple, vous allez voir tout à l'heure, copier leur texte de tweeté dans le document, mais d'autres enseignants ont choisi de le faire eux-mêmes. Donc ça veut dire que par exemple, typiquement, des élèves peuvent ne jamais travailler via un document Google si c'est un choix de l'enseignant. Donc il y a vraiment une liberté totale là aussi, c'est aucune obligation d'aucune sorte. Régis, je te laisse commenter le document de préparation. Alors ça, c'est le document de préparation de la tweetée 11. On retrouve une citation de notre ami Bruno Mallet, qui est encore une fois un dessinateur, le plombier, un infographiste dans l'équipe. Donc c'est le document préparation. Vous voyez qu'il y a des mots là précis de vocabulaire. Donc c'est par ici, et on répond à la question de tout à l'heure, que les enseignants vont collaborer pour créer le texte de tweeté. Donc vous voyez qu'au départ, les participants, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils mettent leur nom, ils choisissent une couleur pour qu'on puisse les reconnaître, et donc ils se lancent. Ils se lancent
le texte qu'ils vont vouloir proposer à leurs élèves. Ils ne se lancent pas n'importe comment, ils se lancent par rapport à leur progression de classe, par rapport aux points orthographiques qu'ils ont envie de faire travailler à leurs élèves. Et donc vous voyez que là, il y a, je ne sais pas, je n'ai pas compté, une vingtaine de participants pour un texte de 140 caractères. Alors nous, ce qu'on adore regarder là derrière, et on y participe hein, dans nos équipes respectives, c'est un enseignant se lance, propose un texte, et puis ça va négocier, ça va discuter sur les points orthographiques, et sur le détail, et sur la place de la virgule. Est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt là un participe passé? Donc le moindre détail, c'est passionnant à voir, et c'est passionnant aussi à participer en tant qu'enseignant, que oui, le texte est très court, et on pourrait se dire, on pioche pourquoi pas piocher un texte, une citation connue? Non, les enseignants produisent le texte dont leurs élèves ont besoin. Et il y a une part de lâcher prise parce que, évidemment, si je fais partie de la team, de l'équipe du cycle 3 et que je participe à ce document, j'aurais vraiment envie de faire le texte pour mes élèves. Mais on est en équipe, il y a une part de lâcher prise, de collaboration. Si je veux faire ma dictée tout seul dans mon coin, oui, je propose mon texte, mais là, on est dans un dispositif, justement, qui promeut d'autres valeurs. Donc, on essaye de se mettre d'accord. Et vous allez voir que on part d'un texte, on part avec discussion sur chaque petit détail pour arriver. Tu peux dire un petit peu, je déroule. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure peut-être. Alors ça, on est sur les besoins des enseignants. Vous avez vu, il y avait une partie qui était dédiée. Je fais le bilan de ce qui s'est passé la fois dernière. Une autre partie, vas-y Régis. Alors, quand je dis discussion, il y a vraiment des arguments. Hein. On est des professionnels de l'enseignement, donc tout est argumenté. C'est passionnant à lire si vous avez l'occasion. Encore une fois, tout est libre. Hein. Tous les documents sont accessibles par tout le monde. Rien n'est fermé, donc vous pouvez aller voir les documents qui correspondraient peut-être aux classes au niveau de classe avec lesquelles vous auriez envie de participer. Donc à lire, c'est très intéressant. Et donc on arrive à une proposition à un moment. Je ne sais pas si on va la voir. Elle arrive. Donc vous voyez que ça négocie dur entre enseignants. C'est Yannick Choulet qui se lance avec une première phrase, donc je pense que c'est très courageux de sa part. Lui, il dit voilà, moi je propose cette phrase. Et ensuite, je vous laisse un petit peu de temps sur cette page, mais l'idée c'est que vous puissiez bien voir comment les choses s'enchaînent. Elle se régule d'elle-même. Donc Régis parlait de lâcher prise. C'est vrai que ça demande une vraie bonne dose de lâcher prise pour tout le monde. Et vous allez voir comment on arrive finalement au produit final. Je me permets de dérouler pour que vous puissiez. J'ai l'impression que juste visuellement, ça va vous donner. Excusez-moi, ça va vous donner un petit peu l'idée. Alors là, on a Catherine qu'on salue aussi. Régis, tu vois ton double doigt, c'est pas une pour dérouler. Catherine, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, elle s'est désignée modératrice de ce groupe-là, c'est-à-dire que c'est elle qui va retenir des propositions, relancer s'il y a encore des questionnements. Et puis là, vous avez vu, elle utilise des copies d'écran parce que quelquefois, on a des collègues qui, pris par l'enthousiasme, proposent des tweets qui font 644 caractères, ce qui ne rentre pas dans un tweet, bien évidemment. Donc, on travaille avec des copies d'écran. Et puis on arrive finalement, du coup j'ai peur, donc on est à 15 pages hein, quand même. Et oui, c'est... Donc nous on les lit pour savoir ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'il nous fallait... Pour 140 caractères, oui, 15 pages d'argumentation didactique, en sachant qu'il y a une charte en amont avec un certain nombre de règles de bienséance, parce qu'on s'est rendu compte à certains moments que ça pouvait chicaner un peu fort. Donc on leur a dit, on se calme quand même, et puis voilà, comme disait Régis, on ne peut pas avoir la tweetée pour sa classe à ce moment-là, donc il faut être aussi dans une forme de compromis didactique, j'ai envie de dire. Alors je ne sais pas, ça se finit pas par une infographie là? On vous montre un exemple entre guillemets peut-être extrême, mais pour vous montrer qu'en fait tout est travaillé jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail en fait, par les collègues eux-mêmes. Et arrive un moment, donc voilà la phrase retenue, c'est « Plutôt que chasser de cruelles sorcières et d'affreuses momies, nous traquons les erreurs des tweetés et apprenons ensemble à les corriger. » Donc tout ça, hein, ça va être, tout ce que vous avez vu, les 17 pages, on arrive finalement à ces 140 signes-là, qui sont une synthèse des besoins des classes, des progressions qui s'harmonisent au fur et à mesure. Il y a quelque chose un phénomène assez étrange, qui n'est pas étrange, c'est que ces classes qui participent à la tweetée vont harmoniser dans une même équipe leur progression dans les apprentissages orthographiques. Ils s'autorégulent et ils voient où chacun de nous, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Régis. Hein, j'en étais aux homophones, il en était aux homophones, et depuis on ne s'est plus jamais quittés. Voilà, donc c'est vraiment des documents assez passionnants, vous qui êtes conseiller pédagogique et en français de surcroît, de voir comment
Comment les enseignants investissent le champ didactique? Souvent on se pose la question, on se dit voilà, les praticiens ils sont du côté des gestes professionnels, c'est leur préoccupation. Nous on aimerait bien, étant donné qu'on a fait un pas de côté par rapport à la classe, on aimerait bien les ramener du côté de la réflexion didactique, tout en sachant qu'ils ont ces contingences très pratiques et très professionnelles. Et bien là, ces praticiens, ils font la démonstration qu'ils sont aussi passionnés de didactique et qu'ils sont tout à fait capables, tous ensemble, de réfléchir à la production d'un outil orthographique aussi pertinent que celui de cette tweetée, de ce texte tweeté qui est proposé in fine. Cathy. Alors, cette phrase, elle est rédigée par des élèves de quel niveau? Alors là, on est sur l'équipe C3, donc cycle 3, et on est dans l'équipe cycle 3 normale, qui n'est pas la cycle 3+, donc on est entre le CM1 et le CM2, donc des élèves de 9 à 10 ans. Voilà, à savoir que c'est que des points orthographiques au programme, évidemment. Hein. C'est pour ça que ça négocie dur pour faire rentrer tout ça. C'est que s'il y a des éléments orthographiques qui sont dans votre programme mais qui ne sont pas dans le nôtre, pour une même équipe associée, j'imagine que c'est dans la négociation qu'on apporte le point. Deux éléments, oui, c'est dans la négociation qu'on apporte ces choses, et ça n'empêche pas non plus d'adapter un petit peu peut-être le texte à sa classe. Il y a une équipe par exemple qui participe à ces 10 mois, 10 mots je crois, où il y a des mots de la francophonie et qui ont essayé justement d'inclure des mots typiquement français dans une tweetée aussi adressée à des élèves de Québec par exemple. Ben, ça permet de faire travailler peut-être ces choses-là aussi, en dehors du contexte. Je me souviens que l'année dernière, on avait même émis l'idée c'était vraiment quand les classes québécoises ont commencé à investir le dispositif. Et vous le savez, hein, il y a énormément d'expressions qui ne s'emploient pas dans les deux français. Et du coup, d'avoir une tweetée Québec, c'était quelque chose que nous, on avait adoré parce que ça permettait d'aller aussi explorer de ce côté-là l'Atlantique, ce qui se passait dans le français, et vice-versa. Je me souviens d'un texte de tweeté qui disait la classe ne participera pas au prochain défi parce que nous faisons le pont. Et alors là, on a eu les tweets des collègues québécois qui disaient mais faire le pont, ça veut dire quoi concrètement? Faire le pont en français, ça veut dire lorsque 2 jours sont fériés et qu'entre ces 2 jours-là, ou lorsqu'il y a un week-end, une fin de semaine, puis un jour qui est travaillé, puis un jour férié, faire le pont, ça veut dire ne pas travailler le jour qui normalement aurait dû être travaillé. Et du coup, on voit les réactions des élèves comme celles des enseignants, et ça crée aussi des ponts et des liens entre nous. Et nous qui vivons une expérience Québec depuis quelques jours, on est d'autant plus convaincus que c'est important de le faire et de donner cette vraie cohérence à notre francophonie. Voilà. Pour le moment, un peu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce document de préparation? Peut-être ajouter que, et si je suis trop timide, parce que c'est ce qui nous a été dit, je suis trop timide pour participer à ce document de préparation. Deux choses, un mot qu'on aime bien, c'est souplesse. Si j'arrive dans le dispositif, d'ailleurs je rappelle, on a une question à la pause, on peut s'inscrire à n'importe quel moment au dispositif, on vous disait tout à l'heure, c'est en début d'année, à n'importe quel moment dans l'année, par exemple, tiens là, l'année a commencé, je veux m'inscrire au prochain tour de tweeté, je m'inscris. Si je débute complètement dans le dispositif, rien ne me force à participer à l'élaboration du texte. Je peux très bien dire, pour l'instant j'y vais doucement, je prendrai le texte final que les collègues ont proposé, et c'est celui-là que je vais utiliser en classe. Voilà. Mais après, on n'hésite pas à se lancer, on voit très vite que les collègues, ils arrivent dans le dispositif, je participe, je mets ma petite pierre à l'édifice. Et encore une fois, la communauté est vraiment accueillante, mais vous le verrez en allant voir même sur le fil Twitter, qui vont prendre par la main, expliquer un petit peu les choses, et tout se passe vraiment en douceur. Il ne s'agit surtout pas de dire, ils s'en rendent vite compte, hein, si on a un collègue qui vient en disant, moi je veux absolument qu'il y ait ça dans mon tour de tweeté, les collègues vont prendre en main, expliquer les choses, que c'est pas comme ça que fonctionne le dispositif, et ça se passe tranquillement, en mode collaboratif. Ouais, l'autorégulation par les pairs, c'est un excellent levier. Et là où on aimerait être un petit peu prescripteur, ça nous arrive pour de vrai, puisqu'on est entre nous et que personne ne nous écoute. Parfois, on a cette tentation de la prescription, de dire, nous, on aimerait que ce soit comme ça et pas autrement. Mais en fin de compte, on se rend compte que la régulation, elle se fait. Il y a une masse critique d'enseignants, il y a une masse critique d'intelligence collective, et ça fonctionne à tous les coups, et les choses se régulent, et on n'a pas besoin d'être dans une posture de prescription. Mais ça, c'est vraiment l'ampleur du dispositif et l'investissement des collègues qui l'autorisent.
On n'avait pas, oui, de préparation. Alors la cartographie, Régis, qu'est-ce que c'est que la cartographie? Alors, on en À parlait tout à part l'heure. un objet numérique qui m'empêche de dormir, souvent. Alors c'est le cartographe officiel, on peut le dire. Donc la cartographie, on vous en disait quelques mots tout à l'heure. Une fois que le document d'inscription est validé, que le document participation est coché, en fait, un des avantages des outils dont on a parlé tout à l'heure, mais qu'on peut trouver sous d'autres formes, c'est qu'on peut générer assez facilement une cartographie des classes qui participent. Donc elle permet quoi? Elle permet, par exemple, je repère ma classe, ou je repère, je sais pas, une classe La tienne? par ici, non, une classe par ici. On va la mettre là, hein, parce que... Donc je connais le compte Twitter de ma classe, je tape, je la retrouve, au hasard, pas forcément la mienne, non? Ouais, mais je veux voir... Voilà, la classe de Régis, c'est cette classe-là. Donc, admettons, Régis veut savoir avec qui il est. Voilà. Donc elle permet de voir... Ah, regarde, ah si, ça fout. Voilà. Donc les informations des classes, ce qui est important en fait c'est en bas, c'est quelle sera ma classe scribe et ma classe miroir. On peut en dire quelques mots, on n'en a pas encore parlé. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a des équipes très nombreuses, mais en fait dans le concret de chaque épisode de Twicté, on fonctionne par 3 classes. Par exemple, voilà ma classe à ce tour de Twicté, la classe scribe, donc scribe écrire, ma classe scribe. Donc c'était une classe, la classe de François Lamoureux, là, qui est de San Francisco. C'est la classe qui va nous envoyer leur Twicté à corriger. Donc la classe de San Francisco va m'envoyer ses Twictés de groupe. Ma classe miroir, c'était la classe de Bruno Mallet, justement, dont on parlait aussi. C'est la classe à qui ma classe va envoyer ses Twictés. D'accord? Donc j'envoie les Twictés de ma classe à ma classe miroir, qui en échange va m'envoyer, on va en parler tout à l'heure, les tutis. Les corrections orthographiques qui font peur à tout le monde et qu'on va démystifier tout à l'heure. Et donc on fonctionne par trio comme ça. Donc ce qui fait que ça démystifie aussi les choses parce qu'on se dit il y a 200 classes, moi je vais m'inscrire là-dedans et s'il y a un pépin je bloque tout le monde. Non, non, on est par trio. C'est là où le génie du cartographe intervient parce qu'il connaît bien chaque classe et il va apparier les classes d'une façon en fait jamais au hasard. Il disait tout à l'heure, il y a cet aspect de je vais essayer d'associer peut-être entre guillemets un expert avec un débutant en Twicté, et 2 aussi l'effet, j'en parlais tout à l'heure, de motivation. Moi je sais que depuis le début que je participe au Twicté avec mes élèves, le fait de savoir qu'on travaille pas avec la classe juste à côté, mais ne serait-ce qu'une classe à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ça participe vraiment fortement à la motivation. Après on peut imaginer d'autres choses, hein, évidemment, on travaille la géographie, on travaille la culture, voilà, ça engage aussi les classes à communiquer entre elles. Question sur la cartographie peut-être? Parfait. Continuons. Alors, là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire vivre une expérience immersive, on va vous mettre dans la peau des élèves qui pratiquent une touche. Voilà. Donc la première phase, vous l'avez vu tout à l'heure dans le film qui a été présenté avec Julie et Romance, c'est la phase de production. En fait, je vais encore employer un mot, je vais dire détourner, pas hacker, parce que sinon personne ne va me parler dans ce congrès. Donc l'idée première, ça a été vraiment de détourner l'exercice de la dictée. Je ne sais pas comment est le contexte ici au Québec, mais en France, la dictée c'est don't touch. C'est vraiment, on ne touche pas à ma dictée, on pourrait être. Donc l'idée c'était si on voulait travailler l'orthographe, de s'appuyer sur un objet culturel qui fait partie du patrimoine et de la tradition scolaire et qui parle à tout le monde. Travailler l'orthographe à partir de la dictée de façon formative pour les élèves, c'était un vrai challenge et c'est ce qui a été dit en off tout à l'heure, c'est quelque chose qui reprend des dispositifs et une inspiration qui existe depuis longtemps, qui est celle des dictées innovantes. Donc l'idée c'était vraiment de s'inscrire dans ce courant des dictées innovantes et d'utiliser la dictée pour dire on va du côté de l'utilisation de réseaux sociaux et de nouvelles solutions, mais on est juste dans une forme évolutive d'un travail ancestral, j'ai envie de dire, autour d'un objet culturel et scolaire qui est bien identifié par tout le monde, par les enseignants, par les élèves et par les familles, mais tout en y mettant cette dimension formative. Donc la phase de production, on va vous proposer tout de suite, alors, 2 types de participants en fonction de votre équipement. Régis? Alors, ce qui serait génial, c'est ceux qui ont un compte Twitter, on va vous passer un texte, une dictée, très courte, hein, évidemment, 140 caractères maximum. Ceux qui ont envie de participer, ce serait bien que vous, par exemple, nous envoyiez le texte, vous le tapiez,
via un message privé. Oui, un message privé à Tweeté officiel. Vous écrivez un message parce que tout à l'heure, Régis le dit dans le film du Réfère, il n'y a jamais de publication d'erreur sur les réseaux. Tout se fait en cachet. Ce qu'on publie après, c'est les tweeties, donc les outils orthographiques pour se corriger, et puis les dictées une fois qu'elles sont corrigées par tous. Mais jamais, 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 jamais d'erreur orthographe publiée de façon visible et accessible à tous. Donc ce qu'on vous propose là, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la plupart des cas dans le cadre du dispositif réel, mais si vous avez un compte Twitter, on vous invite à nous l'envoyer. Je crois que le compte est ouvert sur Tweeté officiel, donc vous nous publiez la phrase que vous proposez, l'orthographe que vous proposez de cette phrase sur le compte Tweeté officiel, peut-être en l'ayant écrit déjà sur le papier. N'hésitez pas à vous mettre peut-être dans la peau de vos élèves et d'imaginer peut-être les erreurs qu'ils pourraient faire aussi pour la phase suivante. Et vous sentez l'angoisse monter en vous déjà en se disant et si je fais une erreur là-dessus, ça aussi, c'est ça l'expérience immersive du scripteur. Et c'est une dimension importante sur laquelle on reviendra. Donc là, Steve, tu me confirmes qu'on a du son à ce moment-là. Super. Donc, une tweetée, comme elle pourrait être publiée, ça va aller très vite. On compte sur vous. C'est parti. La tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Point final. Voilà, on va la remettre une deuxième fois. La tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Point final. La tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Point final. Mais là, tu veux qu'on le publie avec le tweeté ou... Oui, avec le @tweeté officiel. Enfin, si tu veux le mettre en ligne, mais nous on préférait que tu l'envoies par message privé. Ah, Tu vois, tu l'envoies en message privé. Donc on vous rappelle, le compte c'est @tweeté sans l'accent aigu sur le premier. Tweeté officiel. Mais pour envoyer un message privé, il faudrait que le compte Twitter officiel soit abonné à ça, non? Non, on est ouvert. D'accord. On est open. Bien sûr, vous avez le droit de négocier entre vous et d'envoyer une version. Vous êtes en groupe, alors allez-y. On surveille, nous, pendant ce temps-là, ce que vous nous envoyez. Ah, ça y est, ça arrive. Jean-François, c'est bon, on a ta proposition. As-tu la mienne? Pas encore. Si. Ah, Nathalie? Oui. Ah, Pierre Hugues, c'est bon. Élise aussi. Élise, c'est bon aussi. Lisa. Catherine, c'est bon. Ah, mais c'est pas drôle, vous êtes des profs de français. Julie, c'est bon. Est-ce qu'il y a des
des publications en cours ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oh, ça arrive. Guylaine? Alors pour Amina, ça doit être en périscope ou via l'enregistrement de Patrick. C'est la tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Et point final. Oh, j'ai pas écrit point final. Isabelle, c'est bon, c'est reçu aussi. C'était le point. Ponctuation. Il est différent. Alors on en profite pour remercier Robert qui a enregistré la phrase de la tweetée du jour. Relance l'audio, il faut. Elle l'a pas reconnu? Oui, j'ai reconnu que c'était. Ah bon, oui, mais de toute façon, on te l'avait dit. Ouais. On relance pour les auditeurs ou les périscopeurs. La tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Point final. Il fallait écrire point final. Alors c'est bon pour Nathalie, c'est bon pour Caroline. Il fallait écrire point final. 2 fois. 2 fois. À l'ancienne. Ce qui serait intéressant, en tout cas on peut vous faire cette proposition-là, je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est de savoir déjà ce que vous avez ressenti dans le fait de participer à cette phase d'écriture. Alors, moi, je peux vous dire ce que... Oui? Ah oui, il y a des choses. Je pense qu'il y a des choses à dire là, non? La situation elle est quand même extrêmement insécurisante, je trouve, mais comme tout acte orthographique. Juste un petit point, une digression sur l'origine des tweetés, on y reviendra peut-être si on a du temps. Les tweetés, c'est d'abord un dispositif qui s'est adressé à des élèves à besoins spécifiques. L'idée derrière la tweetée, c'est qu'effectivement, ce système orthographique, il est extrêmement complexe à maîtriser, mais en plus, il y a une espèce d'effet pervers dans lequel on pense que l'élève sait que de toute manière, il ne pourra pas maîtriser l'ensemble de cette complexité. C'est extrêmement compliqué pour lui à gérer, et du coup, ça le met dans une situation d'insécurité qui peut-être vient aggraver le fait que c'est difficile d'écrire et que c'est difficile de bien orthographier. Donc tout ce contexte d'écriture, il a été aussi pensé pour accompagner l'élève, le rassurer, pour lui permettre, j'ai envie de dire, de donner le meilleur de lui-même en tant que scripteur, en dépouillant tout l'acte d'orthographier de toute cette partie anxiogène. Elle existe, là en plus on vous demande de publier en direct, mais peut-être que le fait d'écrire seul, puis à plusieurs, puis de publier, puis de recevoir des outils qui viennent de pair, tout ça, ça contribue à faire en sorte qu'on puisse l'accompagner vers un sentiment d'efficacité personnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Régis ? Ah, le document récolte. Là, on vous a fait nous envoyer vos productions de groupe, parce que si vous vous rappelez du film de tout à l'heure, prenons l'exemple, j'ai une classe ici, chaque élève a d'abord écrit sa dictée individuelle sur papier, hein. On parlait de dictée traditionnelle. Ensuite, en groupe, ils ont négocié, donc ils ont comparé leur production individuelle pour en tirer les forces et aussi pour négocier autour des points sur lesquels ils ne seraient pas d'accord. Alors quand on dit négocier, c'est avec des outils. En classe, il y a des affichages de classe, des cartes mentales, des leçons dans les cahiers, peut-être certains outils de conjugaison. Donc ils ont le droit de consulter ces documents. Le but, c'est de proposer une dictée de groupe avec le moins d'erreurs possible. Et on reconnaît typiquement que généralement, dans un groupe qui fonctionne, en tout cas la dictée de groupe, elle comporte nettement moins d'erreurs que chaque dictée individuelle. Donc on voit déjà là qu'il y a un pas de franchi par les élèves. Ces dictées de groupe, ce sont celles-là qui vont voyager en cachet, puisqu'il reste généralement quand même des erreurs, qui vont voyager à la classe qui va devoir en échange proposer des outils pour corriger. Et elle passe par où? Elle passe par un document de récolte. Donc là, on a un exemple, par exemple, les dictées de groupe de la classe CM2 Kérinou à destination des CE2, CM1 RAV. Donc, appareillement de classe, 8 groupes, pas un choix arbitraire, vu les classes,
comment dire, normal, standard, 20, 30 élèves, on peut dire. Donc on arrive généralement à faire 8 groupes. Mais encore une fois, souplesse, il y a des classes très peu nombreuses qui, par exemple, ne peuvent faire que 4 groupes. Et il suffit de doubler les tuiletés à envoyer à la classe miroir. Juste, excuse-moi Régis, qu'on soit bien d'accord, ça c'est un document qui est manipulé essentiellement par les enseignants, et pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a des erreurs d'orthographe dessus, et que vous savez qu'il y a... c'est une question qui revient de façon récurrente sur la fréquentation, le fait que des élèves puissent être mis en contact avec des erreurs orthographiques. J'ai envie de dire mesure de précaution, moins on les met en contact avec des erreurs orthographiques, et mieux c'est. Donc j'ai envie de dire, ça peut être... Enfin moi je recommande, enfin j'ai pas à recommander quoi que ce soit, mais je pense que l'écriture sur ce doc, il est important que ça soit fait peut-être par l'enseignant plutôt que les élèves, pour qu'ils ne soient pas influencés justement par l'orthographe et parfois la mauvaise orthographe des autres groupes. Cela dit, on a une enseignante récemment qui elle, fait le choix de faire taper dans cet espace-là ses élèves, et elle disait que la phase de négociation orthographique, elle se poursuivait à ce moment-là. Parce que, imaginons l'élève du groupe 2, voilà, et qui commence à taper sa phrase et qui va lorgner du côté de la précédente et qui dit « mais qui est dans le groupe 1 ?» Tiens, c'est Monique et Cathy. Eh ben, il me semble que vous avez oublié le S là, juste au-dessus. Et du coup, bien sûr, les choses nous échappent, elles se mettent en branle, mais in fine, ce qu'on veut, c'est que les élèves soient dans cette négociation orthographique-là. Donc, peu importe le moment où ça peut arriver. Mais principalement, ce qui est important de vous dire, c'est que c'est quand même un espace de travail pour les enseignants, parce que, après, en fonction de la façon dont je vais débuter la phase qui va suivre, celle de production de outils, c'est des phrases que je vais pouvoir copier-coller pour mettre sur un document de traitement de texte, pour imprimer, pour redistribuer aux élèves. Donc ça, c'est vraiment on l'appelle le doc récolte, le document de récolte, c'est un document de dépôt. Et après, on récupère ces phrases-là, ou d'autres, parce qu'il y a des accidents de tweeter aussi, un collègue qui tombe malade, qui ne peut plus prendre la classe, si je n'ai plus ma classe scribe qui va m'envoyer des textes, peu importe, je vais aller chercher, vous voyez, il y en a beaucoup, je vais pouvoir aussi me faire, moi, une espèce de pot pourri des phrases avec des erreurs qui m'intéressent particulièrement, pour les proposer aux élèves de ma classe et à leurs besoins. Donc là aussi, Régis parlait de souplesse, on retrouve toute la souplesse qu'autorise ce mode de travail collaboratif. Des questions? Non, il m'a semblé voir des... Oui, pardon. Oui, bien, là, vous avez pas mal répondu. Je me demandais, une fois que les petites équipes ont négocié la tweetée, est-ce qu'on a une tweetée classe qu'on envoie ou on envoie plein de phrases d'orthographe différentes? Là, je voyais que c'est un peu le cas. Fait qu'il faut s'entendre avec la classe miroir ou scribe là, pour qu'on ait le même nombre d'équipes. Fait qu'on fait, supposons, 5 équipes, puis ça veut dire que l'autre classe va recevoir 5 phrases avec des graphies différentes. Je disais tout à l'heure, et tu le voyais dans le document, typiquement 8 groupes. Si dans ta classe tu as que 5 groupes, et par exemple tu as tweeté 5, tu as tweeté 4, tu as tweeté 3, tu vas la doubler pour en avoir 8. Il arrive très souvent à 8 groupes, c'est pas arbitraire, ça colle à peu près à toutes les classes. Si on en a moins ou plus, on double ou on enlève, il y a pas de... Donc là on est très libre aussi. Ça enlève une contrainte de dire j'ai que 5 groupes, je vais pouvoir être apparié qu'à une classe où il y a 5 groupes. Non, pourquoi? Il suffit de doubler les tweetés au besoin ou d'en enlever au besoin. Donc là, c'est au choix de... Évidemment, toujours transparence et discussion, tu l'indiques à ta classe partenaire. Moi, j'ai que 5 groupes, donc il y aura des tweetés doublés avec évidemment les mêmes erreurs dans les tweetés, mais ça ne pose pas de problème, puisque c'est d'autres groupes qui travaillent dessus. Moi, je voudrais juste faire un commentaire, parce que j'ai assisté à la tweetée dans le groupe de Julie Chardonnay l'année dernière. Et c'est vraiment drôle de voir la réaction des élèves qui reçoivent les phrases des autres groupes. Et là, ils se demandent entre eux, mais toi, il y a combien de fautes dans la tienne? Ah, nous, on en a trouvé 3. Ah, nous, ça fait 15, là. Ils sont vraiment en position, en posture d'enseignants, puis ils comprennent ce que nous aussi, on ressent lorsqu'on corrige. C'est très particulier. Voilà. Là, tu parlais de 15 erreurs, Monique, c'est intéressant parce que vous imaginez, là, on va parler encore de masse critique, que sur l'ensemble d'une même tweetée, on va retrouver, je sais pas, moi je dirais entre 8 et 10 erreurs, voilà, qui reviennent perpétuellement. Alors, il peut y avoir des déviances orthographiques très fortes dans les classes spécialisées, notamment, avec des élèves qui ont des troubles cognitifs très très importants. Mais là, on demande aux enseignants spécialisés
de caviarder, d'adapter en amont, que ça soit présenté sous une forme de texte à trous par exemple, pour qu'on ne retrouve pas trop d'incohérences du type correspondance, graphiphonie, qui peuvent déstabiliser énormément des élèves ordinaires. Donc si on exclut ces particularités-là et sur lequel nous on travaille avec les jeunes enseignants spécialisés, en tout cas les enseignants spécialisés qui entrent dans le dispositif, on est sur un panel de 8 à 10 erreurs qu'on retrouve. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va se retrouver sous une déferlante, 2 fois, d'erreurs. Non, mais tu n'as pas exagéré parce qu'on peut l'imaginer aussi. Mais si nous, parce qu'on a quand même l'œil, on voit à un moment qu'un enseignant est complètement dépité. C'est arrivé récemment pour tout dire. Il y a une classe qu'on appelle SECPA en France qui est arrivée dans le dispositif et l'enseignante n'avait pas pensé à adapter la modalité de travail sur cette première phase de production. Et malheureusement, ces élèves qui ont entre 13 et 16 ans ont vraiment des difficultés massives dans l'écriture. Et la classe en face, qui est une classe de CM2 d'élèves de 11 ans, s'est retrouvée complètement impuissant parce que, notamment les types de balises, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dire lettre-son, parce qu'il y avait des correspondances graphiphoniques qui étaient déviantes, ça ne rimait à rien et ça n'était absolument pas outillant. Donc, moi, j'aurais tendance, et j'ai eu tendance quand j'étais un enseignant qui pratiquait la TWICT, à bien identifier les besoins de mes élèves et lorsque je constituais des groupes, de choisir la TWICT que j'allais leur confier parce que je savais qu'ils allaient trouver l'erreur sur laquelle je voulais qu'ils travaillent. Pour revenir sur les 8 groupes, là ça va peut-être être polémique ce que je vais dire, mais on est parti sur une structure de classe à 24 élèves et on trouvait que sur la phrase de production, c'était intéressant de les faire travailler par 3. À 2, c'est peut-être moins productif. À plus de 3 élèves, le travail collaboratif et la négociation devient compliqué. D'où le 8 groupes, 8 x 3, 24 pour une classe de 24. Mais après, il y a cette possibilité de... Juste un point sur le nombre d'erreurs. Ce que disait Monique, ça répond à une critique que moi j'ai pu avoir dans ma classe. C'est une dictée de 140 caractères. Oui, mais mes élèves, la plupart font 5, 6, 10 erreurs dans ce petit texte. À quoi bon leur proposer un texte de 500 caractères avec 50 erreurs cognitivement, ils n'arriveront pas à suivre, ça n'aura plus aucun sens. Donc évidemment que ça vient s'articuler avec des dictées plus longues, mais ça a un vrai sens de faire des dictées très courtes comme pour mettre l'élève en confiance, justement. C'est important ce que dit Régis, on ne l'a pas encore dit et on a vraiment envie d'insister là-dessus. La TWICT, elle s'inscrit dans un écosystème d'apprentissage de l'orthographe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on voudrait que cette idée s'installe, que la TWICT, elle vient supplanter tout le reste. Elle vient en complément et elle a un objectif très 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 spécifique, c'est celui de travailler avec les élèves la vigilance orthographique, les capacités de révision et le transfert dans des productions d'écrit, et notamment pour les phases de correction quand ils sont dans des productions d'écrit libre. On l'a dit ce matin, c'est une des difficultés qu'on rencontre. C'était peut-être pas le moment pour en parler, mais est-ce qu'il y a un relevé des types d'erreurs qui sont faites par les élèves, une espèce de... Est-ce que vous les enregistrez, est-ce que vous les classez, tel type d'erreur Ah oui, tout dit. Oui, je te remercie, ça nous fait vraiment la transition avec la deuxième phase, c'est parfait, mais tu le savais un petit peu. On avait quand même une phrase en suspens là avec notre TWICT, donc on va découvrir ensemble la correction. Voilà, bon, vous êtes pas fait piéger, hein. Bravo, bravo les profs de français du Québec et les conseillers pédagogiques. Donc là, on avait une vraie difficulté qui était sur l'accord avec le COD, malgré un verbe qui se construisait, un verbe au passé composé qui se construisait avec l'auxiliaire être, mais qui était pronominal et où le pronom ici est complément d'objet second. Derrière, on aurait pu imaginer, le temps file, normalement on aurait dû vous faire produire des outils à partir d'une phrase qui aurait comporté une erreur, mais ce que je vous propose, et pour faire le lien avec ta question qui nous donne l'opportunité d'aller directement sur le outil, c'est de vous proposer ce que pourrait être un outil canonique. Vous êtes d'accord avec nous qu'on imagine que si erreur il y a, bon, cette phrase elle aurait pu être proposée à des élèves de secondaire. L'erreur aurait principalement porté sur l'orthographe du son et de cette séquence de lettres. Et bien plus. Je pense à des élèves de ma classe, on imagine que sur les homophones, sur son, sur a, on retrouverait d'autres types d'erreurs évidemment. Mais là on se concentre sur une erreur. Donc le touti, Bruno Mallet, si tu nous écoutes, du fond de ton canapé. Hop. Alors un touti, c'est ça.
procède avec les classes miroirs, par exemple, qui sont en France, quand on n'a pas le même métalangage grammatical? On ne s'est jamais posé la question et ça ne nous est jamais été remonté par les classes non françaises. Parce que tantôt, tu as parlé de complément d'objet second, mais... Ouais. On ne l'utilise pas beaucoup, complément d'objet second, complément d'objet indirect. Oui, mais c'est parce qu'avec la nouvelle grammaire, ici... Alors, c'est extrêmement important et j'ai envie de te dire, il n'y a jamais eu l'émergence de cette question. Peut-être parce que non, j'allais dire dans la team du collège, dans l'équipe collège ou secondaire, on n'a pas d'équipe québécoise, mais à voir quand se fera cette émergence-là. Pour l'instant, on n'a pas de réponse parce que la question... Même au primaire, même avec les classes du primaire, ça n'a pas posé problème? Non, pas que je sache. Peut-être aussi parce qu'en classe, ils font un lien entre la balise et un type d'erreur exprimée autrement en classe. Peut-être. Là, tu parles de... C'est vrai qu'on est dans le détail, hein. Ici, COD apparaît. Donc là, je découvre avec ton intervention qu'on ne dit pas complément d'objet direct. Mais je ne peux pas te répondre là parce qu'il y a vraiment... On ne s'est jamais retrouvé face à cette situation-là. Peut-être parce que la plupart des classes sont à des niveaux où le métalangage reste commun. Par exemple, je pense à la balise homophone qui n'a jamais posé de problème, mais parce que je sais que vous parlez aussi, bien sûr, d'homophone pour ce phénomène-là. Là, ça doit être vraiment pour des points beaucoup plus précis. Donc, on s'en excuse. Par contre, si vous voulez bien nous dire comment est-ce qu'on nomme un complément d'objet direct, Nathalie. Un complément direct. Il n'y a pas d'objet. Ah, d'accord. J'ai envie de dire ça va. Ça va. Et j'ai envie de dire aussi que j'imagine qu'un enseignant qui reçoit le outil, qui pose la question à l'autre enseignant, qui découvre comme nous sommes en train de le faire, qu'on ne dit pas complément d'objet direct, mais complément direct, et qui va prendre un temps avec la classe pour expliquer que si c'est écrit CD et pas COD, c'est parce qu'au Québec, on emploie notre terminologie, on vient être dans un processus on raconte une histoire, on donne un fait culturel, et je pense que ça peut créer aussi un renforcement dans l'apprentissage de l'élève. En même temps, ça montre aussi que le discours sur la langue, c'est quelque chose qui existe depuis. Ça permet de faire des liens culturels avec l'histoire de la langue, puis le fait que la grammaire évolue aussi, puis tout ça, puis la réflexion sur les faits de langue. Donc c'est intéressant pour des à côté. C'est extrêmement intéressant. Et ça, on n'aurait pas pu le découvrir si on l'avait cherché, tu vois. Et la TUT, c'est aussi ça. Elle nous amène ces situations-là. Et bon, vous savez à quel point les enseignants peuvent être créatifs et rebondir sur ces situations-là et les intégrer justement pour en faire un nouvel outil didactique ou pédagogique et trouver de nouvelles idées. Régis, tu nous ferais l'autopsie de ce outil, s'il te plaît? Tout à l'heure, Fabien parlait de outil canonique. Donc là, vous avez la forme typique d'un outil qui est travaillé avec les élèves. La collègue disait tout à l'heure, c'est ce qui peut faire un peu peur. Alors on va démystifier les choses. Vous voyez qu'il commence par le mot sur lequel portait l'erreur, écrit en lettres capitales, sans l'erreur. On ne va évidemment pas faire un outil en disant le mot ne s'écrit pas comme ça. Non, on écrit le mot sans l'erreur, le tout. Donc on dit comment il s'écrit et on amène la justification orthographique par un car ou un parce que. Typiquement un quart parce que c'est court et qu'on a 140 caractères. La séquence de lettres rectifiées ici. Oui. Donc on explicite la correction. Donc s'écrit EE ou se termine par EE ici. Le quart. Et là ça amène forcément la justification orthographique. Et là c'est tout le travail de l'élève et on parlera peut-être tout à l'heure des tuiletés de rue où ce travail-là est difficile à faire. Donc il doit expliciter l'erreur. Il ne s'agit pas de dire aux camarades tu as fait une erreur, c'est pas bien et c'est tout, ça s'écrit comme ça. Non, c'est la justification écrite qui prend tout son sens. À l'oral, on peut très vite se perdre. L'élève, il va expliciter l'erreur à un camarade, plus ou moins justement, mais la contrainte de devoir rentrer dans une justification à la fois écrite et de 140 caractères, ça fait un travail de métacognition important. Vous verrez tout à l'heure que nous, en tant qu'adultes, quand on essaie de faire un outil, ça chauffe, on a du mal, et c'est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire par écrit. On peut expliciter rapidement l'erreur à l'oral, et à l'écrit c'est plus difficile. Et donc, les fameuses balises. Alors là, on va enlever juste la balise tuclé à QPF qui est juste pour la visibilité de l'événement. Donc, on précise à la classe à qui on envoie que c'est un outil, donc la balise #outil. Et les balises très importantes, l'erreur là, elle portait sur l'accord d'un participe. On va voir les balises tout à l'heure. Donc, le travail de l'élève, là, il est
1. J'ai repéré une erreur dans la tweetée de mes camarades. 2. Je vais essayer d'expliciter, de catégoriser cette erreur. D'accord, on verra tout à l'heure accord dans le groupe nominal, accord GL, homophone. Donc je catégorise l'erreur. 3. J'explicite cette erreur. Donc, quand l'outil est travaillé dans le groupe qui corrige les tweetés de la classe Scribe, on écrit les outils. Alors là, on vous montre que des versions numériques, mais tout ça, ça se passe au papier en fait. Stylo, crayon, il y a ce qu'on appelle les fiches outils. Et donc là, les élèves, pareil, sont en groupe à expliciter l'erreur, à la justifier par écrit. Là, le maître, évidemment, hein, on circule, on relance les choses dans la classe, on montre le lien avec les règles qu'on vient d'apprendre peut-être ou avec les leçons. Donc les élèves, encore une fois, s'appuient sur du concret, sur ce qu'ils ont appris. Et c'est ce qu'on appelle la forme canonique du outil. C'est le graal de tout Twictonaute, hein, produire cet outil canonique. Alors plusieurs précisions autour de cet outil. On a tous des pratiques différentes de la tweeté. Moi je pense qu'il est très très important que cette phase de production du outil, elle intervienne après la correction de la tweeté par l'ensemble de la classe. C'est-à-dire que quand on a fait nos hypothèses, chacun a produit un texte à envoyer à la classe miroir. Une fois qu'ils sont écrits, on va avoir une séance de classe qui va être dédiée à la correction collective, un peu comme on le fait dans une dictée négociée. À l'issue de cette phase de correction collective, on a la tweeté qui est corrigée, on a explicité à l'oral tous ensemble les différentes erreurs. Il reste certainement une trace mémoire de cette séance. C'est affiché en classe ou c'est accessible pour les élèves. Et seulement dans un troisième temps, on va leur demander de produire les outils. Vous connaissez ce concept de pensée design où on va intégrer des éléments de mise en forme, de prise en compte du destinataire de l'objet qu'on va produire. Ici, on est sur un objet didactique qu'il faut designer. C'est là que se joue, c'est ça vraiment le cœur du dispositif. C'est-à-dire que l'élève, il connaît la réponse, il l'a entendu, mais maintenant, on lui demande de réinvestir tous ces éléments d'identification de l'erreur et de justification de l'erreur. Et on fait l'hypothèse, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on est seulement au niveau des hypothèses, on fait l'hypothèse que c'est dans la construction de ces justifications écrites autour d'erreurs qui sont clairement identifiées par l'élève que va se faire l'ancrage, et j'ai dit les deux du coup, que va se faire l'ancrage orthographique. C'est là où l'apprentissage se fait. Et bien sûr, tout ça régisse la vie dans un processus de ritualisation, d'automatisation. Et typiquement, j'aime bien parler de cette anecdote que nous donne Nathalie Delnon, qui était au Togo. Elle était en Tunisie à l'époque, où un élève a pu dire un jour, lever la main. Elle avait écrit la leçon de géométrie, et il a levé la main et il a dit... maîtresse, accord GN, pour accord groupe nominal. Donc elle ne s'est pas démontée, elle a dit accord GN, je ne connais pas, ça veut dire quoi? Il lui a dit, ouais, maîtresse, accord GN, tu sais bien, c'est l'accord dans le groupe nominal, tu as oublié le S à ce moment-là, et il aurait fallu que... Et cette petite anecdote-là, elle montre bien comment, on espère, en tout cas, on a envie d'y croire, comment cette ritualisation autour d'une justification écrite vient permettre de développer les automatismes de révision orthographique. On est toujours sur la vigilance et la révision orthographique. Pas parce qu'on pratique régulièrement des tweetés que le premier jet va être orthographiquement parfait, j'en suis la preuve vivante, mais ce qu'on veut, l'ambition, c'est lorsqu'on est en phase de toilettage orthographique, je sais que Monique aime bien ce terme, ou lorsqu'on est en phase de révision de l'écrit, typiquement dans une situation de production d'écrit libre, l'élève soit capable de convoquer ces automatismes-là pour se corriger. Voilà. Tac, tac, tac. Je crois qu'on est bon là-dessus. Si vous avez des questions autour du outil, peut-être. Normalement, il faut... Je ne sais plus quelle est la slide qui vient après. Hop. La correction. Alors, la phase de correction, c'est la correction groupe et individuelle. On l'a vu tout à l'heure dans le film. On va peut-être passer rapidement. Donc une fois que les outils ont été reçus, il y a une phase de correction qui se fait, c'est-à-dire que le groupe qui a produit et envoyé une tweetée à sa classe miroir, fort des outils qu'il a reçus, mais vous avez bien compris, fort des outils qu'il a produits, qui étaient certainement les mêmes outils que ceux qu'il a reçus, mais on appelle ça le double effet qui se coule, en rapport à une pub qui avait lieu en France. C'est rigolo parce qu'il rigole, mais c'est quand je l'ai initié au dispositif, c'était quelque chose qui obsédait Régis. Il disait, tu vas peut-être en parler. Ça pose toujours question, en fait, quand on arrive dans Tweeté, on se dit, bon, mes élèves ont reçu, ont corrigé les tweetés des camarades, ils ont produit des outils, par exemple sur l'erreur de tout à l'heure, le « et eux », mais
Mais... Je pense que tu l'as pris dans le mauvais sens. Pris dans le mauvais sens. Ils ont corrigé leur propre tweeté, on a corrigé en classe la tweeté, ils ont produit un outil pour une classe sur cette erreur, et puis 2 jours après, le lendemain, ils ont reçu des tweetés sur cette même erreur de leur propre tweeté. Donc ils sont à la fois émetteurs de tweetés et récepteurs de tweetés. Donc ce qu'il appelle le double effet qui se coule, il interroge toujours parce qu'on se dit quel est l'intérêt de produire un outil et d'en recevoir un sur la même erreur. Ben justement, ça participe de la ritualisation et ça participe de l'ancrage, vous n'avez pas fait exprès pour le coup, cognitif de j'ai corrigé une erreur et on m'a corrigé la même erreur. Mais ça décentre aussi l'élève parce qu'il a corrigé l'erreur d'un camarade à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, il n'a pas corrigé sa propre erreur. Donc c'est toujours plus simple, et on le sait en tant qu'enseignant, de corriger les erreurs de quelqu'un d'autre que les siennes mêmes. Donc ce décentrage aussi, il est important du côté de l'élève. Peut-être la formule qu'on utilise, c'est le réseau social donne toute sa raison sociale à l'orthographe. C'est-à-dire que non seulement on a un usage raisonné du réseau social sur lequel on ne publie jamais d'erreur, mais on se rend compte aussi que cet élève qui a le même âge, 1 an de moins, 1 an de plus, qui est à l'autre bout du monde, eh bien il est face aux mêmes difficultés orthographiques que moi, et je m'en rends compte au travers du dispositif. Et ça, c'est extrêmement rassurant. On est tous d'accord sur les règles du jeu, c'est tout aussi compliqué pour tout le monde. Donc on va bosser ensemble, on va travailler ensemble pour faire en sorte qu'on s'améliore, et encore une fois, tous ensemble. La tweeté transfert, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. La tweeté transfert, c'est une fois le tour de tweeté arrive à sa fin, on a fait notre tweeté individuel au départ, on a fait notre tweeté de groupe négocié, on a corrigé les tweetés des camarades, on a envoyé les tweetés, ben on a envie de savoir est-ce que les fruits ont porté. Donc on va proposer aux élèves, encore une fois au choix de l'enseignant, soit de la même tweeté, dans l'esprit d'André Antibi, de rester cohérent et de rester complètement, comment dire, transparent sur les objets qui ont été travaillés, ou alors peut-être une tweeté adaptée. Un exemple, il y avait le sujet était au singulier dans la tweeté de départ, je vais peut-être mettre un pluriel. Mais de voir quelle est la marge de progression de l'élève entre la tweeté individuelle du premier jour de tweeté et à la fin, une fois que tout ce travail autour de la grammaire a été fait. Donc nous, ça nous permet de faire ce qu'on appelle une évaluation positive, on parle peut-être de ça, ben voilà, les poils. Parce que l'idée, évidemment, là, c'est pas de comptabiliser les erreurs et d'aller dans le négatif, c'est de voir les réussites de l'élève. Alors, en termes de typologie d'erreurs, tiens, bah, dans le texte de départ de la tweeté, tu as fait les 3 erreurs sur les groupes nominaux qu'il y avait dans la tweeté. Dans la tweeté transfert, tu n'en as fait qu'une. Donc, il y a vraiment, l'élève voit sa marge de progression. Donc un affichage de classe qui a été produit par Bruno dans sa classe. Là, ça ne concerne pas un élève, ça concerne l'ensemble de la classe, mais vous imaginez très bien comment on peut l'adapter à un élève. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire, de souligner les erreurs ou de lui donner une note, typiquement ce qui se produit en France, ce qui est intéressant, c'est d'aller le chercher, de l'accompagner, de réfléchir avec lui, de l'amener à réfléchir à où sont ses zones de fragilité orthographique. Et du coup, on récupère les balises. Donc, les balises, elles ne sont pas nombreuses pour les tweetés. On doit avoir au maximum, et en comptant qu'il y a des balises évolutives, comme ça a été dit tout à l'heure par la collègue qui posait la question, on doit avoir peut-être une petite dizaine de balises. Et vous retrouvez celles qui concernent l'école élémentaire ici. Donc, j'ai oublié un mot, des mauvaises correspondances lettres-sons, ou alors des accords sujet-verbe, de l'homophonie, etc. Et on peut aller au plus près des besoins orthographiques de l'élève et de façon synoptique envisager avec lui ses progrès et les difficultés persistantes. Et peut-être que le dispositif de remédiation que vous avez toujours utilisé, vous allez pouvoir encore plus le cibler sur des temps dédiés pour dire il y a vraiment un problème du côté de l'homophonie, lui va s'en rendre compte et c'est ce qu'on va travailler avec lui. Donc l'évaluation positive, elle est importante dans le dispositif. Il n'y a pas de note, il y a juste, mais regarde ce qui se passe chez toi. Et l'associer à ça, on peut aller voir du côté d'un outil qui a été proposé par Catherine Massico, qu'on salue aussi, qui est une des pionnières de la tweeté et qui porte le dispositif bien haut aujourd'hui dans ses formations. Voilà le type de fiche-outil qui peut être proposé à un élève. On va l'inviter à renseigner au fur et à mesure des tweetés le nombre d'erreurs en fonction des balises. Et ça donne vraiment une photographie et de ses potentialités orthographiques et de ses besoins. Et du coup, quand il est en production d'écrit, on peut imaginer qu'on va rappeler, on va convoquer ce genre d'outils individualisés en disant méfie-toi, parce que surtout les sons, a, on, etc., ça va être plus difficile. Quelques, comme ça a été dit ce matin par Marie-Claude, ça va être plus difficile. Par contre, sur les accords sujet-verbe, tu peux relâcher un petit peu l'attention.
continuer à écrire comme tu le fais, puisque c'est quelque chose que tu gères très bien. Typiquement, pour me mettre dans ma position de scripteur, moi j'ai beaucoup de mal avec le son « et » à la fin des mots, et je m'en suis rendu compte aussi, j'ai dû le conscientiser parce que je vis le dispositif tweeté à longueur de temps, et quand je dois relire un mail, typiquement, puisque je pense que professionnellement aujourd'hui c'est vraiment l'espace où on s'interdit formellement une erreur orthographique, ben je sais que je vais porter mon attention, il va y avoir un surcroît d'efforts cognitifs porté sur les sons « et » à la fin des mots. Donc voilà pour l'évaluation positive. Je crois qu'on en a fini pour ce qu'on avait imaginé être le premier bloc de l'intervention. On se gardait vraiment la partie... Mais c'est très bien, je suis assez content de nous, si on peut faire un peu d'autosatisfaction personnelle, parce que cette partie gadget pédagogique, c'était vraiment pour aller avec vous du côté des fondements didactiques de la tweeté, je vous l'avais promis. Donc là, on vous a livré... une espèce de kit de démarrage pour peut-être vous donner envie, en tout cas, d'aller voir plus loin. Donc on vous a présenté le compte tweeté officiel qui est une mine, hein. Il suffit de remonter un petit peu le flux, vous allez découvrir beaucoup de choses, ou le site www.tweeté.org et de vous lancer dans le document inscription. Voilà. Peut-être à un niveau local, comme ça nous a été dit pendant la pause, ou peut-être... aller tout de suite dans le grand bain. Et ce qu'il faut dire aussi aux enseignants, c'est que c'est pas grave de se tromper. C'est aussi ça le principe de la tweeté, et qu'on ne risque absolument rien à se mettre dans le grand bain. On a vu des classes, des enseignants qui ont beaucoup communiqué avec nous en disant je me lance bientôt, c'est sûr je vais me lancer, je laisse passer les vacances, je me lancerai. Et en définitive, on n'a jamais pu les accueillir dans le dispositif parce qu'ils ne se sont pas lancés. J'ai vraiment le sentiment, Régis, que c'est le plus difficile, c'est de se dire ça y est, je me lance. Et même des enseignants qui sont très très expert, je pense à François dont on a parlé tout à l'heure et qui est une référence pour nous en termes de pédagogie. Il a intégré le dispositif pour ce tour et il a tweeté quelque chose comme « j'ai très peur, demain c'est ma première tweetée en tant qu'enseignant ». Mais je pense qu'il suffit d'un tour de tweeté et je ne sais pas ce qui sera dit par les collègues sur Periscope qui nous écoutent, mais et puis ça rentre très vite, quoi. Voilà, donc... je préfère peut-être, s'il y a des questions, parce que je sais qu'il faut qu'on le rende l'antenne dans 9 minutes exactement, donc peut-être laisser ce temps pour les 9 minutes pour les questions. L'ouvrage référence, la Bible en termes de didactique, pour comprendre les tweetés, c'est cet ouvrage qui a été publié chez Hatier, donc je sais que via des libraires en ligne, on a tous accès au même bouquin. Moi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à me procurer des ouvrages de la Chenelière, pour ne pas les citer, mais j'ai vu qu'ils étaient partenaires de l'événement. Je n'ai aucun scrupule à le faire. C'est la Bible, c'est-à-dire que quand on a lu ce bouquin, il suffisait juste de mettre Twitter dedans et on répondait à tout ce que didactiquement appelaient les auteurs de leurs vœux pour la mise en place d'un dispositif. Autour de 5 grands principes pour faire court qui sont... T'es prêt? Ah bah vas-y, commence. Différencier connaissance et mise en œuvre. Pardon, je me laisse. Premier principe, l'idée c'est... Les élèves, ils connaissent les règles, hein, qu'on leur fait un exercice basique sur les homophones, sur la conjugaison. Ils connaissent les règles, ils les ont apprises. Sauf que les mettre en œuvre en situation de production écrite, c'est un autre problème. Dans le cahier des charges, il y avait aussi imaginer un dispositif qui puisse différencier l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexicale. On n'est pas du tout sur les mêmes habiletés cognitives dans un cas comme dans l'autre. On peut très bien gérer ces chaînes d'accords, mais avoir du mal à convoquer typiquement le doublement des consonnes ou la graphie du son O dans un mot. Ça fait 2. Troisième point développé dans l'ouvrage, c'est l'idée de mettre l'élève dans une situation engageante. C'est typiquement le cas, il doit corriger des erreurs de manière écrite, donc il est pris dans un processus engageant. Le 4e point, c'est celui de penser une véritable progression en termes de difficulté et en termes de complexification de la situation orthographique. Et dernier point, on vous en a parlé, évaluation positive. Par exemple, une façon de corriger, qu'on utilise, nous, pour les tweetés, c'est des pourcentages de réussite. On n'est pas là pour dire les erreurs, mais dire les réussites, justement. Voilà. Donc, on vous laisse avec cet ouvrage qu'on vous recommande chaudement, très 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 chaudement, parce que si on vient, je pense qu'en tant que conseiller pédagogique, contrairement à ce qu'on n'a pas fait cet après-midi, c'est important que vous puissiez avoir les fondements didactiques et vous les retrouver dans les 2 premières parties de cet ouvrage. Après, vous allez voir qu'on a des espèces de fiches pratiques, de petites activités qui peuvent être mises en place autour de ces 5 principes. J'ai envie de dire, c'est en synthétisant l'ensemble de ces activités et en allant convoquer les fondements didactiques que la tweeté est aidée. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il est 9, 10,
s'il y a des questions, on est à vous, tout à vous. Des commentaires? Ou des commentaires. Nancy? Oui. Nancy. 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 Nancy, c'est en France. Est-ce que les outils sont corrigés par les enseignants avant d'être envoyés? Très bonne question. Ah non, Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a une vraie syntaxe et un vrai design du outil. Donc évidemment que la part de l'enseignant est importante pour faire prendre conscience aux élèves qu'un outil, je ne sais pas si ça se dit, j'ai peur de dire une bêtise, mal fagoté, mal habillé, mal designé, va pas être porteur, va pas être outillant pour la classe qui va recevoir le outil. Donc il y a un vrai travail là autour du outil. Alors on peut bien comprendre que au premier tour de TWICT, auquel on participe, l'enseignant va être très modélisant pour que ce côté designé et canonique du outil, montrer que c'est important à l'élève et le faire produire dans sa bonne forme. Donc oui, l'enseignant il a un rôle important, mais comme à chaque étape évidemment. En même temps, Nancy, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il est corrigé parce qu'il y a tout un processus de publication sur Twitter où jamais un élève appuie tout seul sur le bouton tweeter. Donc, on s'assure déjà que le tweeting ne comporte pas d'erreur d'orthographe. J'ai envie de dire déjà, ça c'est la base. Ensuite, il faut se dire, moi j'ai le sentiment que ce outil canonique, c'est à la fois, je vous ai parlé de Graal, mais c'est à la fois l'outil et l'objet de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'un élève qui produirait tout outil canonique sur tout outil canonique, je pense qu'on peut faire une corrélation et c'est celui qui produit le moins d'erreurs d'orthographe. Donc on a beaucoup d'enseignants qui, dans un premier temps, sont dans le laisser-faire, mais parce qu'eux-mêmes maîtrisent mal la syntaxe, la grammaire du outil canonique. Donc on a des outils qui sont très peu outillants, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment un processus de construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger d'un élève que sur sa première tweetée, la deuxième, troisième, peut-être même la quatrième, il arrive vraiment à designer, pour reprendre ce mot un petit peu vilain, le outil parfait ou le outil canonique. Donc quand il sait faire un outil canonique, c'est qu'il peut convoquer les éléments pertinents d'analyse grammaticale. Donc tu vois, cette dialectique entre outil et objet d'apprentissage. Donc j'ai envie de dire que le maître peut corriger, mais j'aime bien ce que dit Régis, de dire être modélisant. Je repense à Stéphanie Liénard, qui est une enseignante en milieu spécialisé, qui elle a fait le choix, sur toute une période, de faire elle-même les propositions d'outils et de demander aux élèves de choisir le outil qui d'après eux était le plus pertinent, puisque justement il faisait apparaître les différents éléments qui étaient essentiels et nécessaires pour expliquer l'erreur. Et ça c'est très très malin parce qu'on est dans une phase de modelage, pour reprendre un terme que j'ai découvert avec Éric Falardeau, de modélisation sur l'accompagnement à comment est-ce qu'on va vers ce design parfait du outil canonique. J'ai envie de demander une chose pour le coup. Vous savez, on retrouve beaucoup d'erreurs d'orthographe sur les affichages, dans les villes, dans les livres. Du coup, essayez-vous à ça. On a lancé l'idée de la TWICT de rue, entre guillemets, pour dire c'est compliqué même pour nous. Donc je repère une erreur, c'est facile de faire la photo et de s'en moquer sur Twitter en disant le vendeur c'est pas écrit. Mais on publie la photo et on essaie de produire un outil qui va avec, qui accompagne, qui explicite l'erreur sous cette forme canonique. Et vous allez voir que c'est très difficile. Nous, on en sourit parce qu'en fait, quand on a lancé l'idée, on se rend compte qu'il y a très peu de profs qui y participent. Parce qu'on a peur, on se dit, oula, est-ce que ma justification, elle est bien produite? Est-ce qu'elle est canonique? Est-ce que j'explicite bien l'erreur? Ce travail qu'on demande à nos élèves, on a parfois du mal et peur de le faire nous-mêmes, sachant que c'est publié publiquement. Plus un commentaire qu'une question. Juste vous féliciter dans cette belle démarche-là. C'est un puissant outil de travail collaboratif chez les élèves, chez les enseignants. Donc, c'est outre-frontière. Donc, c'est vraiment bravo pour ça, pour ce dispositif-là. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là, au niveau du travail collaboratif qui suscite là, à travers, pour tout le monde, en fait, autant les enseignants que les élèves. Voilà. Ça nous touche beaucoup. On va se saisir de ton aimable remarque pour dire encore une fois que
nous, on est juste les plombiers de ça. Voilà. Et que ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment les enseignants et l'ensemble de la communauté des Twictonautes qui est au travail. Ils sont juste extraordinaires. Mais enfin, moi, j'ai jamais douté du fait que les enseignants étaient des professionnels extraordinaires. Ils se mobilisent. C'était fou. Le dimanche soir à 23h, ils réfléchissent pour écrire une phrase avec 140 signes. Et voilà, c'est surtout l'engagement enseignant qui nous fait plaisir. Et en France, il peut y avoir une mauvaise image autour de la profession d'enseignant. En tout cas, elle est voilà, je pense que dans le public, chez les familles, il y a une image qui peut se dégrader. Et au travers d'un dispositif comme celui-ci, on peut mettre en avant les intelligences individuelles et l'intelligence collaborative d'une corporation qui est assez extraordinaire dans l'engagement pédagogique. Je me suis beaucoup interrogé en tant que formateur sur l'engagement pédagogique. Et reprenant quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bruno de Vauchel, qui chez nous est un chercheur, mais aussi un journaliste dans le monde de l'éducation. Est-ce qu'on peut former à l'engagement pédagogique? C'est compliqué. Une collègue ou un collègue qui a plus de mal à investir la réflexion pédagogique, la mise en œuvre, des dispositifs audacieux. Ce matin, nous, on était émerveillés par la présentation de Guillaume, parce que typiquement, c'est tout ce qui nous plaît, c'est de la pédagogie. Il y a du talent, il y a de la créativité, il y a de... Comment est-ce qu'on amène un collègue à aller de ce côté-là? Eh bien, on a l'impression qu'en l'amenant dans une communauté dynamique, en lui montrant qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être à la hauteur d'attentes qui, de toute façon, n'existent pas, qu'on est entouré par des gens qui sont extrêmement bienveillants, tout ça potentialise les énergies, le sentiment d'efficacité professionnelle partagée, comme on aime bien le dire, et vraiment, nous, on est stupéfaits de ce que peuvent produire les enseignants. Pas du tout surpris de ça, mais à chaque fois, c'est l'effet waouh de se dire waouh, ils ont fait ça et ils sont assez extraordinaires. Et, bon, 16h15. On vous rend les clés. Merci de votre écoute. On espère avoir été suffisamment dynamique. Merci à tous et on espère Merci infiniment, Fabien et Régis. Merci d'avoir traversé l'océan pour venir nous entretenir de la tweeté, de participer à notre congrès. Merci pour votre générosité, pour votre dynamisme, pour tous les outils que vous avez mis à notre disposition. C'est vrai que je suis certaine que ça a été bonifié avec toutes les équipes de collaboration au fil des années, mais vous en êtes quand même les maîtres d'œuvre, donc bravo pour tout ça. Alors moi, j'ai